Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ce soir on se retrouve pour une petite vidéo où je vais te faire découvrir le feu, mais pas n'importe quel feu, un feu magique, un feu arc-en-ciel. Et pendant que tu regarderas et que tu entendras crépiter ce feu, tu verras des flammes multicolores et magiques et je te raconterai une histoire, l'histoire du terrible Barbe Bleue. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'y avait ni femme ni fille qui ne s'enfuit en le voyant. Une de mes voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles, et il décida d'en demander une en mariage. Il laissa le choix de celle qui voudrait bien l'épouser. Elle n'en voulait point toutes les deux, et se le renvoyaient l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore plus, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu'on ne savait pas ce que ces femmes étaient devenues. Barbe Bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et 3 ou 4 de leurs meilleurs amis, et quelques jeunes gens du voisinage, à une de ces maisons de campagne où on demeura 8 jours entiers. Ces 8 jours étaient fabuleux. Des promenades, des parties de chasse, de pêche, de danses et festins, et des collations. On ne tenait point, on ne dormait point, et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue, et que c'était un fort honnête homme. Dès que l'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, Barbe Bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de 6 semaines au moins, pour une affaire de conséquence. Il la pria de bien se divertir pendant son absence. Elle avait le droit de faire venir de bonnes amies, et elle les amena à la campagne. Elle pouvait faire la fête autant qu'elle le voulait. Voilà, lui dit-il, les clés des 2 grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres forts, où sont mon or et mon argent. Celle des casettes, où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Par contre, pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné, et lui, après l'avoir embrassée, monta dans son carrosse et partit pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas que l'on les invite pour arriver chez la jeune mariée, tant elles avaient l'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était à cause de sa barbe bleue qui leur faisait très peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meubles, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs, où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leurs amis, qui, cependant, ne se divertissaient point à voir toutes ces richesses à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le petit cabinet de l'appartement du bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant
ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Mais après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était couvert de sang caillé, et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes, attachées le long du mur. C'étaient toutes les femmes que Barbe-Bleue avait épousées, et qu'il avait tuées les unes après les autres. Oh, elle pensa mourir de peur, et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba des mains. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre de ses émotions. Mais elle n'en pouvait venir à bout, tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée, elle l'essuya 2 ou 3 fois. Mais la tache rouge ne partait pas. Elle eut beau la laver, la frotter avec du savon, des grains, il demeurait toujours une tache rouge, car la clé était magique et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le rouge d'un côté, il revenait de l'autre. Barbe-Bleue revint de son voyage dès le soir même et dit qu'il avait reçu des lettres sur le chemin qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti était terminée. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui demanda les clés et elle lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est point avec les autres. Il faut, dit-elle, que je l'ai laissée là-haut, sur ma table. Ne manquez pas, dit Barbe-Bleue, de me la donner très bientôt. Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. Barbe-Bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme: pourquoi y a-t-il une tache rouge sur cette clé? Je n'en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. Vous n'en savez rien, reprit Barbe-Bleue. Moi, je le sais. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez et vous y prendrez place auprès des autres femmes que vous y avez vues. Oh, elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant et en lui demandant pardon avec toutes les marques d'un vrai repenti de n'avoir été obéissant. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était. Mais Barbe-Bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. Il faut mourir, madame, lui dit-il. Et tout à l'heure, puisqu'il faut mourir, répondit-elle, en le regardant les yeux baignés de larmes. Donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. Je vous donne un quart d'heure, reprit Barbe-Bleue, mais pas un moment de plus. Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit: ma sœur Anne, monte, je t'en prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils viendraient me voir aujourd'hui, et si tu les vois, fais-leur signe de se hâter. Alors sa sœur Anne monta sur le haut de la tour, et la pauvre Frigée lui criait de temps en temps: Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et sa sœur lui répondait: je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Cependant, Barbe-Bleue l'attendait de pied ferme et criait de toutes ses forces à sa femme: descends vite, ou je monterai là-haut. Encore un moment, s'il vous plaît, lui répondait sa femme, et aussitôt elle criait tout en bas: Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et la sœur lui répondait: je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Descends donc vite, criait Barbe-Bleue, ou je monterai là-haut. Je m'en vais, répondit sa femme, et puis elle criait: Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois, répondit la sœur Anne, une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Ce sont mes frères. Et
aussitôt, on vit entrer 2 cavaliers qui mettaient l'épée à la main. Ils coururent 3 à Barbe Bleue. Il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les 2 frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron, et lui passèrent leur épée à travers le corps et le laissèrent au sol. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari, et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que Barbe Bleue n'avait point d'héritier, et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employait une grande partie à marier sa sœur, Anne, avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps. Une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses 2 frères, et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec le terrible Barbe Bleue. J'espère